Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à cette émission autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. La Cour pénale internationale va redémarrer ses enquêtes au Nord Kivu, ce à la suite de la plainte déposée à cette haute instance internationale par Kinshasa contre le Rwanda, le M23 et l'AFC. Dans une lettre adressée au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux de la RDC, le procureur de la CPI a rappelé que les enquêtes ne se limiteront pas à des parties au conflit en particulier. Son office examinera en priorité, de manière globale, indépendante et impartiale, la responsabilité de tous les auteurs présumés. Vers une sortie des crises dans le pourparler entre le Rwanda et la RDC, à Luanda, en Angola, les deux protagonistes ont trouvé un accord sur le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR. D'autres clauses du compte rendu seront évoquées au cours de cette émission. Pour ou contre le changement de la Constitution, la question est au cœur du débat dans la classe politique congolaise. Des partis politiques sensibilisent pour les changements, d'autres appellent au boycott. On en parle dans cette émission. Voilà tout pour les sommaires, les détails au cours de cette émission autour de l'info en direct sur la RTNC2 Développement. Vous voulez réagir, écrivez-nous au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Nous allons les débattre, nous allons les transférer à nos invités qui vont tenter de vous satisfaire. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires de cette émission de ce jour. Voilà, Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons encore ce mardi pour cette émission autour de l'info avec deux nouveaux sujets et un sujet qui fait l'actualité. Vous le savez, nous avons trois sujets. La CPI qui accepte de réactiver ses enquêtes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, il y a une lettre qui a été écrite au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir confirmer cette réactivation des enquêtes qui doivent démarrer dans le Nord Kivu. Il y a également ce sujet qui tient à cœur, donc la révision ou le changement de la Constitution. Le débat est en vigueur, on en parle dans cette émission. Il y a encore ce compte rendu des négociations de Luanda. Vous savez que depuis un temps, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, conduit une délégation à Luanda en pourparler avec le Rwandais, la délégation rwandaise, pour stabiliser la paix dans l'Est de la RDC. Et donc, il y a un compromis pour pouvoir neutraliser les FDLR ensemble entre le Congo et le Rwanda. Nous allons en parler dans cette émission qui reçoit pour vous aujourd'hui à ma droite M. Benoît Moudiaï. Il est le directeur général de infolive.cd. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour, cher confrère Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions aussi de nous avoir conviés sur ces plateaux de la RTNC2. Merci. Et à ma gauche, Philippe Kazadi, DG du magazine Kiosque d'Afrique. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir été les nôtres. Merci pour l'honneur. C'est une responsabilité de venir débattre sur les questions d'actualité et essayer de donner notre petite lecture objective sur les questions qui fâchent ou qui défraient la chronique. D'accord. Il y a également Eric Izami, journaliste Antena, qui va nous rejoindre. Aussi Philo Toulola, journaliste à RTNC2. Les deux pourront nous rejoindre au cours de l'émission, mais sans plus tarder,
Voilà, et il y a la référence plus qui titre crime RDC, crime commis au Nord Kivu depuis 2022. Enfin, la CPI réactive ses enquêtes. Vous avez suivi comme moi, vous avez eu à pénétrer l'information, à pénétrer la lettre du procureur général. Philippe Kazadi, comment avez-vous apprécié cette lettre du procureur de la CPI? Merci beaucoup. Bon, je l'ai apprécié positivement. C'est pour moi un bon signe que la justice internationale va désormais se réintéresser à la question des tueries, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui se commettent dans l'Est de notre République. Aujourd'hui, il y a en tête de ces mouvements l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui donc doit savoir que ces actes seront scrutés ou passer au peigne fin par la justice internationale et qu'à tout moment on pourra mettre la main sur lui. Donc ça peut tout de même compliquer la situation, inquiéter la liberté de ces seigneurs de guerre qui écument l'Est de notre République et qui tuent, qui pillent, qui violent nos compatriotes, et ce n'est pas acceptable. Donc cette reprise, cette réouverture des enquêtes sur la RDC est une alerte par rapport à ces seigneurs de guerre et à tous ceux qui, même à Kinshasa, se permettent de commettre ce genre de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on peut louer les prouesses du ministre de la Justice qui a pointé du doigt lors d'un forum les agents de la CPI, à quand les enquêtes, qui a fait pression sur la CPI pour cette réouverture des enquêtes? Bon, il faut dire que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, depuis qu'il est là, il envoie quand même des signaux importants et positifs au niveau interne, et voilà, maintenant il va au niveau international. C'est quand même un dynamisme qu'il faut soutenir et qu'il faut encourager par rapport à la léthargie qu'on a constatée à la tête de ces ministères, parce qu'aujourd'hui Mutamba nous a quand même dévoilé certaines choses, ce qui s'est passé par exemple au niveau des prisons, ce qui s'est passé au niveau des prisons sur l'ensemble de la République, c'était quand même déplorable. Et c'est grâce à son dynamisme, c'est grâce à son activisme qu'aujourd'hui l'opinion nationale et internationale est quand même au courant de ce qui se passe là-bas. Et maintenant, il reste à voir qu'est-ce qui va se faire avec la CPI. Il faut que la RDC puisse aussi aider les enquêteurs internationaux. Parce que eux, avec beaucoup d'éléments. Il faut leur donner vraiment des éléments, et que ce soit des éléments fiables, qu'on ne politise pas la justice. Encore une fois, ce que je veux plaider, c'est qu'on ne politise pas la justice. Et souvent, les ministres de justice de chez nous sont décriés par la politisation de certains dossiers. Alors si Constant Mutamba devra rester sur la droite ligne qu'il a affichée jusqu'à aujourd'hui, la droite ligne du droit. Oui, mais le droit n'est pas droit. Hein. Le droit n'est pas droit, c'est pas une ligne droite. Mais il faut quand même éviter de politiser l'affaire, sinon ça va discréditer toute son action et même l'appareil judiciaire que les chefs de l'État avaient décrié d'être malade. Voilà. Alors, Benoît, est-ce qu'il fallait attendre seulement la lettre de Mutamba, la plainte de Kinshasa, pour voir la CPI aujourd'hui accepter de réactiver ces enquêtes? Est-ce que la CPI n'a pas ses agents en RDC pour voir de près, vivre ce qui se passe et pouvoir peut-être se saisir des faits pour condamner, pour enquêter sur les différents crimes commis dans l'Est de la RDC? Oui, Monsieur Gustave, votre préoccupation est la mienne, et elle est aussi de tous les Congolais qui nous suivent en cet instant. C'est de savoir tout ce temps
que les crimes se commettent à l'est du pays, que les enfants congolais, les femmes violées, les enfants tués, on n'a vu aucune réaction de la CPI. Alors que les réseaux sociaux fonctionnent. Je dis bien aucune réaction. Et qu'il fallait attendre que les Congolais se mobilisent via le ministre de la Justice et saisissent cette cour pour qu'elle se réveille de son sommeil. Ça doit nous apprendre. Ça doit nous apprendre que les Congolais, nous devons nous-mêmes nous protéger et savoir comment nous mobiliser pour contraindre même les complices des atrocités qui se commettent à l'est du pays à comprendre qu'il est temps de cesser. Alors, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, la CPI se réveille de son sommeil, nous saluons. Nous saluons aussi ce qu'on venait de soulever tout à l'heure, cette dynamique du ministre de la Justice qui n'a pas attendu, n'est pas resté à son bureau. Il a compris qu'il faut initier des démarches au niveau international pour étouffer dans l'œuf les criminels à l'est du pays. Nous saluons, mais j'ai dit à ce qui concerne le preuve, parce que vous avez à notre conférence assemblée dire qu'il faut maintenant dépolitiser, il faut mobiliser le preuve. J'ai dit non. Vous savez, à l'ère actuelle, les crimes à RDC ne sont plus à rechercher ou des preuves ne sont plus à fouiller, parce qu'il y a même le rapport des experts de l'ONU qui ont prouvé qu'il y a des atrocités, il y a des crimes qui se sont vraiment perpétrés à l'est du pays, il y a des criminels qui sont bien identifiés, bien connus, et qu'il n'y aura pas de doute que rapidement, par exemple, les gens comme Corneille Nanga, qui ne se fait plus sentir à l'heure actuelle, parce qu'on nous faisait croire que bientôt c'est Goma qui sera récupéré. Maintenant, on ne connaissait plus même là où il se retrouve, ses alliés. Donc, on sera sûr que le fait que la CPI se réveille va nous permettre rapidement de mettre la main sur ces criminels et faire taire les armes et les crimes à l'est du pays. Alors, Philippe, est-ce que vous pensez et vous êtes rassuré que l'action de la CPI pourra fragiliser le président rwandais qui est têtu, qui semble dépasser le monde, qui est dans les lobbies mais qui ne trouve jusque-là pas pourquoi il doit abandonner, il doit cesser ses hostilités dans l'est de la RDC. Bon, il faudrait peut-être répliquer pour dire que si la CPI, c'est malgré les enquêtes, le rapport des experts des Nations Unies qui existent, et que la CPI dit qu'il faut rouvrir les enquêtes, ça signifie qu'elle n'est pas satisfaite des éléments qui sont déjà disponibles aujourd'hui, que nous croyons être disponibles. Donc la CPI veut, à travers ses propres enquêtes, aller un peu plus loin. C'est pourquoi je demande au gouvernement congolais de pouvoir aider la CPI à obtenir les éléments dont elle a besoin, les éléments vrais, et que dans cet échange de pièces avec la CPI, que l'on ne politise pas. Parce qu'une fois qu'on politise la justice, toute la démarche est vouée à l'échec. Voilà, parce qu'on discute sur la CPI. Mais s'il vous plaît, lorsque vous dites qu'on ne politise pas, je ne vois pas, je ne sais pas. La CPI envoie ses enquêteurs et les autorités refusent par exemple de lui fournir certaines données, ou c'est comment? Oui, c'est-à-dire qu'on peut, vous savez, la politique c'est un monde bizarre. Quelqu'un peut saisir cette opportunité pour rendre des comptes à un adversaire politique. C'est de ça dont je parle. Parce qu'on connaît aujourd'hui, par rapport aux informations à notre possession, ceux qui sont au niveau national ou international concernés par les violences, les viols, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre à l'est de notre pays. Ou à travers la République, ces gens sont connus. Mais vous risquez de voir que du jour au lendemain, pouf, on vous fait sauter des noms sur les dossiers comme des morceaux de cheveux dans la soupe pour juste gêner un adversaire politique. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne politise pas à tous les niveaux. La politisation ruine et salit la justice. Ok, donc c'est de ça dont je veux parler.
Maintenant, nous discutons parce que c'est une question qui est en actualité. Et puis, la question que vous posez, c'est de savoir quelle sera donc l'efficacité de l'action de la CPI. Face à Paul Kagame, par exemple. Mais la justice internationale, quelque peu, c'est une nébuleuse. C'est quelque chose qui est là pour les faibles. OK? Pour les faibles. Si la justice internationale pouvait fonctionner convenablement, l'ancien président syrien aurait été arrêté. Je crois que même certains présidents américains seraient arrêtés. On a vu ce qui s'est passé en Irak. Oui, vous voyez, on nous a monté un faux dossier pour les États-Unis ne sont pas signataires du statut de Rome. Oui, mais est-ce que le Rwanda est signataire du statut de Rome? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si le Rwanda est signataire du statut de Rome. Ça signifie que si le Rwanda n'est pas signataire du statut de Rome, les enquêtes que mène la CPI ici, ce sera pourquoi? Pour quelle finalité? Donc la finalité n'est pas, au fait, ne peut pas être qu'un souhait. Ok? Mais il faut aussi voir ce que la justice internationale a déjà fait à travers le monde pour que nous puissions espérer quelque chose de très important ici. Le problème du Congo, ou à ce niveau-là, c'est d'avoir déjà eu une justice qui est considérée par les chefs de l'État lui-même comme une justice malade, et que cette justice doit connaître une thérapie de choc pour revenir à la norme, et que cette justice puisse être à mesure de se saisir de ces genres de dossiers. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, si vous arrêtez Corneille Nangaa, vous l'amenez à Kinshasa, tout d'un coup, il va trouver des sympathisants qui vont dire non, la justice est instrumentalisée. Et pourquoi on va dire que la justice est instrumentalisée? Parce que dans d'autres dossiers, on a vu cette justice effectivement être instrumentalisée et qu'elle a été même décriée par le numéro 1 de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a qualifié de malade. Et je ne sais pas jusqu'à quand cette maladie va-t-elle continuer pour que désormais on puisse quand même refaire confiance à notre justice. Et là, peut-être le chef de l'État vous pourra encore reprendre parole pour nous dire que pour l'instant, la justice est bonne. Et pour qu'on espère un peu plus. Alors, Benoît, d'accord avec Philippe? Bon, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour se lancer dans une contradiction. On se complète avec les idées. Mais moi, je dis qu'on ne doit pas se mettre à se décourager, à dire que notre justice est malade. Alors, on s'éteint, on s'arrête, on laisse passer les choses de la manière dont elles évoluent actuellement. Non, nous devons nous mobiliser. Pour moi, le fait que le ministre de la Justice mène le démarche auprès de la Cour pénale internationale en vue de poursuivre tous les criminels à l'est du pays est un des moyens de mobilisation du pays pour étouffer dans l'œuf les atrocités à l'est du pays ou les criminels qui se soulèvent contre la RDC. On ne peut pas s'arrêter à dire que parce que la CPI n'a jamais fait ceci, la CPI n'a jamais fait cela, nous regardons nos objectifs. Les objectifs de la RDC, c'est d'aller sur tous les fronts qui nous permettent à l'ère actuelle de remettre les Congolais dans leurs droits, d'accorder, de donner aux citoyens congolais la paix, c'est-à-dire la possibilité de vivre aisément sans être traumatisé, sans être bombardé tout le temps, sans manquer les moyens d'aller cultiver, ainsi de suite. Alors si on arrive par exemple à l'heure actuelle, parce qu'il ne faut pas oublier, même si le Rwanda n'a pas signé, bon, vous n'avez pas aussi précisé, mais tous les mouvements que nous connaissons au niveau du pays ont des ramifications à des pays voisins. Et ces criminels-là montent les stratégies à partir de pays voisins. Et quand ils viennent en RDC, c'est pour commettre ces crimes et rapidement ils fuient. Comme vous savez, ceux qui sont à l'Est, parfois certains vont dormir au Rwanda, les autres en Ouganda, les autres ainsi de suite. Ils ne passent pas nuit en RDC. Ce qui rend aussi la tâche difficile aux forces de sécurité congolaises parfois de poursuivre ces gens-là pour les arrêter. Mais si aujourd'hui la CPI s'implique et qu'on établit noir sur blanc, par exemple, avec les éléments que nous avons de preuve que la personne comme Corneille Nangaa est impliqué dans tel crime, dans tel autre crime. Il est déjà condamné au niveau national. Voilà, déjà au niveau national, il est condamné. Qu'il fuit, qu'il aille, je ne sais pas, dans n'importe quel autre pays, mais qui a ratifié quand même le statut de Rome. Donc il y a possibilité aujourd'hui que rapidement qu'on mette la main sur lui et qu'il soit arrêté. C'est ça, cette facilité-là, qui nous permet de poursuivre rapidement tous les bourreaux
Donc, partout où il se retrouve, avec l'implication de la Cour pénale internationale. Donc on ne doit pas rester à dire que si notre justice est pourrie, voilà pourquoi aussi une raison de plus de dire que on doit recourir à cette Cour, le réveiller pour qu'il puisse entrer en action. Excusez-moi, mais malheureusement, la Cour qu'on veut réveiller est aussi une justice à démontrer ses limites, et c'est une justice à double vitesse. Lorsqu'il s'agit des forts, elle se replie, et lorsqu'il s'agit des faibles, elle sort ses griffes. Donc vous allez constater que la justice internationale n'est pas pour ou contre les forts. C'est une justice qui protège les forts et qui affaiblit les faibles. Il y a aussi cette dimension de la diplomatie. Une diplomatie n'est efficace que lorsque le pays qui les met en marche est un pays fort sur le plan militaire. Il faut que nous soyons un pays dissuasif pour que notre diplomatie soit aussi efficace. On dit généralement dans les jargons qu'une diplomatie sans armée est un orchestre, est un concert sans musique. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas une armée forte, vous n'avez pas une dynamique intérieure forte, vous ne pouvez pas espérer avoir une diplomatie efficace qui puisse faire en sorte que, justement, cette justice internationale puisse pencher en votre faveur, même lorsque vous êtes effectivement victime. Sinon, vous allez constater que la CPI va venir ici, après on va se poser des questions, mais où en sommes-nous avec les enquêtes de la CPI, et puis on va tourner en rond. On a condamné, je crois, à perpétuité ici Corneille Nangaa, mais l'opinion se manque, dit mais Nangaa est là-bas. On n'a pas senti les effets. Il est là-bas avec son groupe armé, vous le condamnez à Kinshasa, mais ça sert à quoi? Mais les pays, la RDC, je pense, doit avoir des coopérations en termes, dans le secteur de justice avec d'autres pays. Ok, avec d'autres pays, sans forcément passer par la Cour pénale internationale. Dans les pays qui coopèrent avec nous sur le plan de la justice, une fois que Nangaa arrive là-bas, il faut qu'on mette quand même la main sur lui. Mais cela ne peut être fait que lorsque ces pays aussi, partenaires, vous respectent. Voilà, mais... Et dans ces relations entre États, on ne vous respecte que lorsque vous êtes fort. Si vous êtes faible, on ne vous respecte pas. On peut pas signer des accords avec vous sans jamais le respecter. On le voit avec le Rwanda régulièrement ici. Si on peut s'attendre à des effets de l'action de la CPI. Par exemple, le Rwanda n'est pas signataire du statut de Rome, mais l'Ouganda est signataire du statut de Rome. Et donc, mais pourtant, Nangaa souvent se réfugie en Ouganda qu'au Rwanda. Donc, avec l'action de la CPI, si j'ai bien suivi Benoît, on peut mettre la main sur Nangaa à l'Ouganda. Et l'Ouganda aussi. Vous le croyez? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la situation qui sévit aujourd'hui dans l'est de notre pays est entretenue par le Rwanda et l'Ouganda, avec leur supplétif, le M23. Donc je ne vois pas comment un élément du M23 va se faire arrêter en Ouganda. Mais vous avez suivi qu'une délégation, rwandaise était avec le président. Même si l'Ouganda est signataire du statut de Rome. Parce que chaque État apprécie aussi l'opportunité de poser telle ou telle action. Donc vous ne faites pas confiance à cette rencontre d'avant-hier entre la délégation ougandaise avec le président de la République. Et ils ont convenu de batailler les ADF. Qui était à la tête de la délégation ougandaise? Les militaires, je crois. Alors vous comprenez, donc imaginez maintenant que le chef de l'État, le nôtre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déjà rencontré Museveni à plusieurs reprises. Il a rencontré Kagame à plusieurs reprises. Ce n'est pas parce qu'il les a rencontrés que la paix est revenue à l'est de la RDC. Ça veut dire qu'il y a des discussions qui se tiennent sur le plan, sur le plan diplomatique, sur le plan protocolaire, mais qui n'a pas forcément d'effet sur le terrain. Nous, on veut que la paix revienne et que les coups de balle cessent de crépiter dans l'est de notre pays et que nos compatriotes puissent vivre en paix, puissent vivre aussi, vaquer librement leurs occupations, comme nous le faisons par exemple à Kinshasa. Nous sommes venus ici parce que quelque peu nous sommes sécurisés, mais eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, d'où toute la préoccupation de la sincérité de nos partenaires. Et il ne faut pas attendre la sincérité. Ça attend toujours à cette sincérité-là des partenaires. Qui ne viennent pas. Il faut anticiper. Il faut non seulement anticiper, mais il faut se munir d'une force dissuasive. Il faut que les partenaires savent que
si tu joues avec la RDC, tu signes les accords avec la RDC, tu ne respectes pas les accords avec la RDC, voici ce qui va arriver. Voilà. C'est ça qui va arriver là, qui va les contraindre à respecter ce qu'ils signent. Ils ont signé autant de papiers, ils ont signé autant de déclarations, ils ont posé autant de positions, mais la situation ne change pas. Voilà. Parce que justement, nous ne constituons pas un danger pour eux. Ah, d'accord. Alors, Benoît, voilà la CPI qui se réveille pour commencer les enquêtes, mais déjà au niveau de l'EAC, il y a déjà un procès. L'audience, donc le procès a même démarré, je crois le 24 septembre dernier, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international avait dit. Est-ce que vous pensez que l'action de la CENI, plutôt de la CPI, va appuyer aussi cette action qui s'est fait déjà au niveau du tribunal de l'EAC? Oui, je voulais d'abord ajouter quelque chose ou bien expliciter quelque chose, un élément, c'est que sur le plan sécuritaire, il y a un point qu'il faut que tout le monde sache, c'est que nous faisons face à une guerre de procuration. Il ne faut pas voir les Rwandais, il ne faut pas voir l'Ouganda, tous ces petits pays-là, que ce sont eux qui combattent contre la RDC, l'armée congolaise. Donc, nous sommes face à des grandes puissances au niveau international qui utilisent leurs supplétifs, leur tremplin. C'est que, par exemple, les petits pays, le Rwanda, l'Ouganda, et ainsi de suite, et ces pays-là aussi sous-traitent certains Congolais, et puis ainsi de suite, nous sommes combattus de cette manière-là. Ne soyez pas surpris de voir, par exemple, des grandes armes lourdes déployées à l'Est par le Rwanda, et les gens étaient surpris. Tel missile, telle arme contre les... Donc, d'où venaient toutes ces armes-là? Ce sont les grandes puissances qui étaient prêtes à se lancer dans la bataille derrière leurs supplétifs au cas où la RDC n'était pas souple. C'est là qu'il faut aussi à un moment accepter les efforts de l'armée congolaise qui a combattu, qui a montré au moins sa réorganisation. On ne nie pas qu'à un certain moment, c'était difficile. Mais les efforts consentis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis beaucoup de moyens pour que ne fût-ce qu'à l'heure actuelle, qu'on parle d'une armée qui est en train de se réorganiser. S'il n'y avait rien, mais maintenant, on sait quand même dire qu'il y a un nettoyage qui a été effectué à un certain niveau. Il y a eu résistance. On a vu les exploits réalisés par le FARDC. Nitete, les vaillants soldats de la République, déjà, le Goma serait déjà tombé. Ils ont résisté, ils ont prouvé qu'ils étaient capables. Mais seulement, pour ne pas aller sur cette unique voie de la bataille, parce que là, comme je viens de le dire, c'est une guerre par procuration. Nous faisons face à des grandes puissances qui ont tous les moyens possibles. Vous avez vu ici la difficulté que nous avons connue d'abord pour nous procurer des armes. Nous étions sous embargo, il fallait la diplomatie du président de la République pour qu'on arrive aujourd'hui à avoir la possibilité aussi d'importer, d'acheter de nouvelles armes. Ce n'était pas facile. D'où pour nous, il faut y aller sur tous les fronts. Ne disons pas qu'on se limite à mener la guerre sans avoir des assurances de qui est en face de vous, quelles sont les armes que la personne ou bien que les pays utilisent pour vous combattre, les moyens qui sont mis à leur disposition contre vous, vous n'en avez pas la maîtrise. Et dire que nous allons vaincre juste en organisant l'armée, c'est peut-être aussi rêver et on risque d'être surpris. C'est pourquoi vous voyez ceux qui ont chanté Escarmouche, parce que le chef de l'État l'avait dit et il a répondu. Il a dit qu'il avait bien dit parce que le contexte pouvait, ainsi de suite, il a vu que l'évolution des choses où tous les moyens ne sont pas mis en place pour que lorsqu'il y a Escarmouche, qu'il puisse répliquer comme il avait promis. D'où il s'est lancé sur la voie diplomatique. Cette voie diplomatique a prouvé d'ailleurs récemment au niveau de l'Organisation des Nations Unies, la RDC qui était vendue comme un pays de crimes, un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais juste par la voie diplomatique, nous avons convaincu. Et aujourd'hui, nous siégeons au niveau du Conseil des droits de l'homme. Malgré tout ce que les opposants ont fait, des tapages, pour dire que non, là-bas, rien ne va. Tout le monde est dans leur maison, on arrête, les opposants ne marchent pas, on fait ceci et cela. Par la voie diplomatique, on a convaincu, nous y sommes.
Ce qui nous rassure aussi que par cette même voie diplomatique qui a réussi aujourd'hui, si vous suivez d'ailleurs bien l'évolution à l'Est, vous sentez qu'il y a accalmie. D'où vient cette accalmie? C'est parce qu'il y a des démarches qui sont menées dans la voie du dialogue, des échanges, des contacts sur le plan diplomatique. D'où nous proposons qu'au même moment nous réorganisons notre armée, mais la CPI doit continuer à faire son travail, les pourparlers doivent continuer et tous ces fonds vont nous permettre d'arriver à des résultats escomptés. Voilà. Alors, parce que vous parlez de l'élection de la République démocratique du Congo, on l'avait dit dans l'une de nos émissions, Philippe, parce que l'émission précédente, vous avez été empêché. La RDC a été élue comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et elle va siéger comme membre permanent, je crois, comme membre permanent. Et donc, avec tout ce qu'il y a comme pression internationale, entre-temps, du côté de l'EAC, il y a ce procès qui a commencé. Et si je reprends bien les mots du vice-ministre, la RDC est bien partie déjà, elle est favori, elle pourra gagner encore ce procès au niveau de l'EAC. Est-ce qu'on peut dire que Paul Kagame est asphyxié maintenant? Il est entre... donc les taux se resserrent autour de Kagame pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire et pouvoir retrouver la paix dans l'Est. Si Paul Kagame était une personne dotée de toutes ses facultés, s'il était respectueux des textes légaux, s'il était un citoyen civilisé, je peux croire qu'il est asphyxié. Parce que toutes les procédures le mettent KO. Mais il ne le pas, malheureusement. Donc moi, je ne peux pas dire qu'il est asphyxié. Non, il s'en fout de tout. Lui, il s'en fout même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que le Conseil de sécurité tient une déclaration, mais dans l'ombre, il y a d'autres choses qui sont faites. De lobbying à gauche, à droite. Alors moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne peux même pas croire que par des procédures judiciaires, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a déjà connu des procédures judiciaires, on a connu la condamnation du Rwanda et de l'Ouganda par la justice internationale, et qu'après, l'Ouganda nous a même indemnisé. L'argent indemnisé s'est volatilisé ici au Congo par l'Ouganda, pour qu'on indemnise les victimes de... L'argent est là. Non. C'est avec l'arrivée des constats... Mais voilà, l'argent est là. Non. Il y a ceci. L'argent est là. Et vous avez su, parce qu'il y a eu même l'Assemblée générale du conseil d'administration des FRIVAO, et on a nommé d'autres personnalités au niveau de la gestion. Et l'argent est là, on est en train d'identifier les autres victimes qui manquaient, et d'ici là, on va procéder au dispatching. Mais oui, vous croyez que si constat, mais l'argent n'est pas payé à l'époque de Moutamba, c'est bien avant. Dire que l'argent a disparu, je refuse parce que j'ai l'information. Si Moutamba n'était pas devenu ministre de la Justice, où serait cet argent aujourd'hui? Mais là, au moins l'argent a été retrouvé. Avec d'autres, on pouvait perdre ça, mais dire que l'argent a disparu... Là n'est pas le débat, voilà. Le débat, c'était de dire que, pour moi, toutes les procédures judiciaires ont assez de limites face à des puissances politiques. Ok? Si la RDC n'arrive pas à faire basculer la tendance, ça veut dire de bénéficier de la sympathie de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y aura aucune pression sur le Rwanda. Mais vous avez suivi, Macron a dit dernièrement, il a condamné le Rwanda, il a demandé au Rwanda de pouvoir... Mais c'est pas ça, tout ça c'est des déclarations cosmétiques. Combien de fois la communauté internationale a condamné le Rwanda? Mais c'est verbal. Il faut qu'on passe à des actions. Les chefs de l'État lui-même plaident pour qu'il y ait des sanctions ciblées contre les personnalités rwandaises. Ça n'est pas arrivé. Il faut qu'on quitte cette phase de déclarations cosmétiques pour arriver effectivement à des sanctions concrètes. Qu'on voit que telle personne a été sanctionnée et qui subit cette sanction-là. Vous voyez, moi je suis fatigué
je suis fatigué de toutes ces procédures. Et moi, je pense tout simplement que la seule solution à la guerre à l'Est ou à l'insécurité, c'est le FARDC. Nous devons donner le moyen. C'est bien qu'on ait donné le moyen, comme dit le confrère au FARDC, mais il faut qu'on en donne plus. C'est la seule solution que nous avons pour retrouver la paix à l'Est, c'est le FARDC. Tout ce qu'on fait, et c'est le FARDC qui va appuyer. L'efficacité de FARDC sur le terrain va appuyer notre diplomatie. Donc vous ne voulez pas que la diplomatie soit avant? Non, mais connaissez-vous une guerre qui a été résolue, un conflit qui a été résolu par la diplomatie? Comment vous dites ça? Non, donc, je posais la question. Elle n'existe que pour le prestige, vous voulez dire? Bien sûr. Connaissez-vous une crise internationale qui a été résolue par la diplomatie? Vous voyez ce qui se passe entre Israël et la Palestine? Il n'y a pas de diplomates là-bas. Ils tournent à travers le monde, ils sont partout. Mais quelle est la solution? C'est militaire. D'accord avec nous avons Philippe, atteint un niveau de non-retour. Vous êtes d'accord avec Philippe? Bon, Philippe a droit que la diplomatie ne résout rien. Je comprends son cri d'alarme, c'est qu'il veut voir le FARDC en action, mais dire que la guerre ne s'arrête que par les armes, bon, je ne sais pas si les armes parlent entre elles. Donc il faut qu'à un moment que les gens dialoguent, les gens discutent, qu'ils disent que non, ça n'est fini, les gens sont morts, il y a trop de victimes, voilà, cette fois-ci. Nous pouvons taire les armes. On peut arrêter. Il faut qu'il y ait un vaincu sur le plan militaire. Ce qu'il faut dire, à discuter. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la diplomatie, il faut toujours un rapport de force. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Il veut dire qu'au même moment qu'on nous combatte, nous aussi, nous devons montrer les biceps. Et à ce titre-là, on peut discuter au même pied d'égalité. C'est le souci qu'il exprime. Et d'ailleurs, c'est le souci qui est en train d'être traduit en action, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ce qu'était notre armée hier, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Notre armée est en réorganisation, est en train d'être outillée, dotée des moyens pour son action. Et d'ailleurs, vous connaissez actuellement les budgets de l'armée qui a, je ne sais pas, triplé ou doublé. Ce qui fait que même d'autres aspects de la gestion du pays sont en train de boiter parce que beaucoup de moyens sont mis à la disposition de notre armée pour que nous puissions y parvenir. Donc, on peut de ce côté-là se calmer et se dire que non, les choses avancent, bien que ce n'est pas encore ce que l'on veut. Ce n'est pas ce que l'on veut, on ne veut pas. Et je suis souvent gêné de voir chaque fois le porte-parole de notre armée avec des communiqués de presse pour dénoncer. L'armée ne dénonce pas. L'armée passe à l'offensive. Lorsque nous sommes attaqués directement, on se lance et on réplique, on montre de quoi ce qu'on est capable. On ne se dit pas non, nous on a respecté le cessez-le-feu, voilà, ils sont venus, ils nous ont attaqués, il y a autant de morts. Jamais, moi je me dis que si j'étais, moi, dans l'armée, je n'attendrais pas. Voilà. Nous voulons clôturer ce chapitre. On dit quoi pour terminer sur ce chapitre de la CPI? Bon, moi je souhaite bon vent avec beaucoup de retenue. Ouais. Je souhaite bon vent aux enquêtes de la CPI. Ouais. Je demande au gouvernement d'aider effectivement les enquêteurs de la CPI. Même la population, la société civile, ceux qui ont des éléments pour donner à ces enquêteurs, qu'on leur fournisse les éléments et que la justice soit rendue. Mais à la fois, n'oublions pas que c'est une justice internationale qui est aussi soumise sous, je dirais, la diplomatie. Il faut que notre pays soit une puissance dissuasive pour que notre diplomatie puisse effectivement faire courber nos adversaires. Si nous n'avons pas une puissance à l'interne, je crois qu'on va faire le tour du monde, on va nous rouler en bourrique, parce qu'ils envient tout ce que nous avons dans notre sous-sol. Ils ne veulent pas l'avoir par la voie officielle, ils veulent l'avoir par cette voie-là. Donc il faut effectivement que l'armée soit regaillardie, requinquée pour faire face à ça. Je ne dis pas que les FARDC ne font rien. Je suis pour le FARDC. Le FARDC fait un travail de titan. D'ailleurs, il n'y a pas une armée au monde qui souhaiterait être à la place de FARDC. Le FARDC fait face au M23, à l'armée rwandaise, à l'armée ougandaise, qui eux-mêmes sont soutenus par les multinationales, qui elles-mêmes ont chacune une nationalité, et malheureusement, leur pays d'origine ne leur condamne pas. Voilà. Alors, Benoît
Oui, pour clôturer cette question. Les enquêtes doivent se poursuivre et les autorités congolaises ne doivent pas se limiter à dire seulement que voilà, on a lancé les enquêtes, mais ils doivent suffisamment mettre à la disposition de la Cour pénale internationale les éléments de preuve, comme l'a dit les confrères, mais on va aller avec les démarches jusqu'à arracher les sanctions. S'il faut même le faire, l'arrestation donc de tous les coupables qui seront répertoriés ou bien identifiés dans les enquêtes. Donc on ne doit pas s'arrêter à dire que les enquêtes ont été menées, voilà ce qu'on a trouvé, mais si les actions ne suivent pas, rien ne changera. Voilà, c'est le fait que nous... Voilà. L'émission Autour de l'info est en direct. Vous pouvez nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans et nous allons partager vos préoccupations, vos questions avec nos invités. Nous passons au deuxième sujet, c'est cette question qui est au cœur du débat au niveau national, c'est la révision ou le changement de la Constitution. Et déjà, Benoît, tu as suivi toi-même aussi, tu es journaliste, et tu suis les débats déjà il y a à peu près 2-3 mois, où on parle changement de la Constitution, c'est-à-dire prendre la Constitution actuelle, la mettre de côté et remplacer par une nouvelle Constitution, où il y en a qui soutiennent qu'il faut réviser seulement certains articles qui font défaut et puis continuer avec la Constitution actuelle. Et toi, quel est ton avis? Oui, avant d'abord de présenter mon avis, je n'en ai pas, je suis journaliste, je ne vais pas m'exposer ici, mais je vais analyser froidement cette question de la révision ou du changement de la Constitution. D'emblée, je dirais que ceux qui soutiennent soit les changements ou la révision de la Constitution ont l'obligation à l'heure actuelle, d'abord, de préparer bien leur communication. Les Congolais sont dans le flou. Les citoyens ne savent pas se situer à l'heure actuelle. Ils ne savent pas si ce qui est préparé, c'est un changement de la Constitution ou c'est la révision de la Constitution. Si c'est la révision de la Constitution, on devait commencer à expliquer aux Congolais les articles ciblés par cette révision et le pourquoi ces articles doivent être révisés. Si cette communication est bien faite, ça va permettre à ceux qui s'opposent à la révision de comprendre l'importance de cette réforme que l'on veut apporter sur notre loi fondamentale. Si la communication n'est pas bien faite, alors ils auront à faire face à l'opposition sur leur chemin et au lieu que ce soit une réforme qui va nous amener au développement, à la paix, à la quiétude, mais ça sera au contraire le pays qui va s'embraser. De même aussi le changement de la Constitution. On ne sait pas nous expliquer à l'heure actuelle, si c'est le changement que l'on soutient, pourquoi on veut changer la Constitution. Voilà les informations que les citoyens ont besoin pour soit refuser ou soutenir. Sinon, dans les échanges, dans les coulisses avec certains citoyens congolais, quelqu'un est en train de s'opposer au changement, soit à la révision de la Constitution, sans connaître le pourquoi. Parce que lui ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on veut le faire. Il te dit non, voilà, on n'a pas encore changé la vie sociale. Sur le plan économique, il y a des choses qu'il faut d'abord faire, mais vous voulez seulement changer. Commencez d'abord par changer notre vie au lieu de changer. Donc vous comprenez que les gens ne sont pas bien informés. Les gens n'ont pas l'information sur le pourquoi on veut faire ceci ou cela. Et ça, c'est ma recommandation à ceux-là qui soutiennent ces deux opérations, si c'est le changement ou bien c'est la révision, de commencer d'abord à nous expliquer, les Congolais, pourquoi ils veulent le changement et pourquoi soit ils veulent la révision de la Constitution. Mais sinon, les Congolais ont raison à l'heure actuelle de dire que la priorité des priorités des actions qu'il fallait mener, c'est d'abord d'impacter dans la gouvernance.
On s'est dit, parce qu'il faut voir la mobilisation des politiques quand on parle de... C'est là qui refusent qu'on change la constitution, c'est là qui soutiennent. Il faut voir comment les politiques sont mobilisés. Quand il faut s'opposer ou bien soutenir. Mais maintenant, les Congolais, les citoyens, ils se retrouvent où? Parce que chaque fois que c'est des aspects politiques qui sont mis devant, tout le monde se mobilise. Mais quand on parle de l'eau, de l'électricité, de routes qui sont délabrées, personne n'en parle. Aucun des politiciens ne fait du bruit là-dessus. Là, Fayoulou ne parle pas. Là, l'UDPS ne fait pas du bruit. Là, l'UNC ne fait pas du bruit quand ce sont les routes qu'il faut réhabiliter. Personne, quand il n'y a pas du courant, quand il n'y a pas l'eau, personne des politiciens, des partis politiques ne fait du bruit. Finalement... Même quand il faut recruter au FRDC. Non, là, on lance un communiqué. Mais on a lancé un communiqué, je n'ai pas vu les partages. La mobilisation dans les J'ai vu sur les réseaux, on a partagé, et là, ça inquiète les citoyens. Vraiment. Les citoyens se disent, mais pourquoi ces gens font trop du bruit quand il faut parler de réforme ou bien de refuser quelque chose sur le plan politique? Quand on ne touche pas ma constitution, ou bien nous voulons toucher pour ceci et cela. Mais quand nous nous disons que voilà, il faut que les enfants étudient à l'école, ça fait autant de mois que les enseignants ne donnent pas cours. Personne ne s'intéresse. Personne. C'est comme si le gouvernement n'entend pas, n'écoute pas que les enfants, les élèves n'étudient pas dans des salles de classe. Les enseignants sont en grève. Aucune personne ne s'intéresse. Même les politiques. Et là, ça inquiète. Avant d'aborder en profondeur sur ce plateau cette question-là du pourquoi ce changement ou cette révision-là, nous sommes inquiets de dire que, mais pourquoi les questions qui concernent la vie du quotidien de nos populations ne mobilisent pas tant les politiciens. Mais quand c'est parler leurs intérêts, on voit cette mobilisation-là. C'est là que vous voyez aujourd'hui les citoyens congolais qui se disent non, nous sommes contre le changement ou la révision de la Constitution. J'ai dit les citoyens. Ouais. Et toi comme journaliste? Bon, s'il faut maintenant répondre en tant que journaliste, objectivement, à tout ce qui se passe autour de, ou bien les changements de la révision les propositions qui sont évoquées, je dirais en tant que citoyen ou journaliste qu'il est important d'analyser froidement cette question et il est temps de nous regarder en face pour dire qu'est-ce qui est faisable. Je peux dire qu'il n'est pas à l'heure actuelle question de parler du changement de la Constitution. Ce n'est pas le moment parce que l'heure est grave. L'unité du pays est menacée. Alors il faut d'abord voir ce qui est faisable dans la mesure du possible pour garantir d'abord l'unité du pays, la souveraineté de notre pays, l'intégrité de notre souveraineté, et ensuite voir petit à petit comment on peut avancer. Ce qui est important actuellement, que je soutiens moi, c'est la révision constitutionnelle. Et s'il faut parler de la révision constitutionnelle, je pense que les Congolais qui me suivent peuvent directement comprendre qu'il y a des articles déjà verrouillés dans notre Constitution auxquels on ne peut pas toucher quand il s'agit de la révision de la Constitution. On ne peut pas les toucher parce que c'est déjà verrouillé. Par exemple, le nombre de mandats du chef de l'État. Il ne faut pas développer la peur à ce qui concerne cet aspect-là des choses, parce que c'est déjà verrouillé. Non, aujourd'hui, ils veulent réviser la Constitution pour encore avoir un autre mandat, pour que non. Non. Là, mais lorsqu'on constate que les 5 ans accordés au président de la République, je parle du président de la République, ne sont pas suffisants pour lui permettre d'agir, de travailler et de faire peut-être ce qu'il peut faire Gustave, au pays. S'il vous plaît, je vais vous redonner la parole. Ouais. J'ai dit, lorsque on trouve que les 5 ans ne sont pas comme les 4 ans des États-Unis ou les 4 ans de la France, parce que là, on a déjà fait beaucoup. Il faut permettre au président d'avoir... D'ailleurs, il y en a qui ont été clairs, qui n'ont pas caché, comme Ndayouel, qui a réfléchi, qui a trouvé qu'il faut 9 ans au président de la République. Il ne faut pas se les cacher. Il y en a qui estiment qu'il faut 7 ans. Et pourquoi vous dites qu'il ne faut pas toucher, Pourquoi vous dites ça? Moi, je pense, comme la révision elle-même prévoit, comme la Constitution elle-même prévoit la révision, c'est la révision de tous les articles. S'il vous plaît. Si on révise l'article
220, n'est-ce pas? Si on révise, on réfléchit, hein, ce n'est pas que je soutiens, moi je suis journaliste. Si on révise l'article 220 pour le bonheur des Congolais, où est le mal? Si on dit par exemple, on révise la Constitution, le nouveau président qui viendra, c'est lui qui va appliquer ça. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Christophe, il n'y aura pas de problème. Christophe, votre position montre déjà que vous soutenez la révision de la Constitution. Vous voulez qu'on prolonge les mandats du chef de l'État. Non, moi et vous voulez embraser le pays. Mais écoutez, s'il vous plaît, ma position est celle-ci. Non, il faut retirer. Embraser le pays comment? Mais je vous réponds. La Constitution elle-même prévoit... Vous avez beaucoup parlé, laissez-moi la Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée. Maintenant, je vous réponds. Voilà. Écoutez ma position. Moi, je dis ceci. Au regard du contexte actuel du pays, il y a agression à l'Est. Il y a des soulèvements de part et d'autre. Vous sentez que le pays est divisé. Soulevez encore un point qui risquerait de nous diviser davantage, c'est à mettre le pays en difficulté. Moi, je propose à un citoyen que l'ère actuelle ne nous permet pas de parler encore, de toucher au mandat du chef de l'État. Quand il faut même parler du mandat du chef de l'État, s'il faut voir même ceux-là qui soutiennent suffisamment cet aspect des choses, c'est un parti politique, que je ne vais pas citer le nom ici, mais ce parti-là, d'abord en interne, il est en cohésion bien divisée. Et s'il faut maintenant aborder les questions sur le plan pratique de la gestion du pays, des résultats des politiciens, vous nous avez promis ceci et cela, qu'est-ce qui est fait? Ici n'est pas le moment de faire l'état des lieux de la gestion. Moi déjà j'apprécie les efforts consentis par le chef de l'État actuel. Moi j'ai aimé beaucoup l'élan qu'il a apporté sur les différents fronts. Bien sûr il a fait face à plusieurs difficultés et il avait déjà même dit ça aux Congolais, que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Gérer 5 ans et renouveler encore un mandat pour un autre 5 ans, 10 ans, c'est une charge. Ce n'est pas chose facile. Et prétendre aujourd'hui que pour apporter des changements aux situations des Congolais, il faut faire 20 ans. Pourquoi Mobutu est parti? Lui qui a fait 30 ans. Pourquoi on a enlevé Mobutu? On l'a chassé au pouvoir, lui qui a fait 30 ans au pouvoir. Donc vous n'êtes pas d'accord avec... Je ne suis pas d'accord pour des raisons que déjà les 5 ans et les 10 ans, il y a certaines questions qu'il faut mettre en cause. J'ai dit certaines questions sur lesquelles on remet en cause le pouvoir. On dit que non. Il faut travailler, laisser la place aux autres qui viennent aussi innover sur des aspects que vous n'avez pas abordés lors de votre gestion, de votre mandat. Mais dire que maintenant là, il faut non, pour qu'on prolonge encore, nous sommes avec vous. Vous risquez de plonger le pays dans le chaos. Alors, Philippe, on a beaucoup parlé, je sais que tu as toujours été contre les changements de la Constitution et les débats se poursuivent. On a vu les partis politiques sensibilisés pour dire il faut changer la Constitution. D'autres aussi sensibilisés pour dire non, il faut boycotter ce qu'on nous propose là, ce n'est pas bon. Et vous dites quoi? Moi, ce que j'ai aimé dans le propos de mon confrère et co-débatteur ce matin, c'est lorsqu'il parle du déficit des communications. Ça, c'est très important. Et il faut le relever un des grands déficits qui vient de l'UDPS. Lisez la circulaire signée par Augustin Kabouya, à travers laquelle il demande aux présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires de mobiliser, et ces termes, hein, mobiliser et conscientiser la base pour qu'elle s'imprègne du bien fondé de la révision constitutionnelle. L'UDPS parle de la révision constitutionnelle qui est envisagée. Ok? Et il dit à la fois que cette révision constitutionnelle va se faire dans le respect de la Constitution en vigueur. Je vais revenir sur ce deuxième aspect. Mais d'abord, sur le plan de la communication, le déficit est à quel niveau? C'est que vous ne pouvez pas demander aux responsables, entre guillemets, s'ils les considèrent effectivement comme ça, de votre parti, démobiliser la base sans effectivement leur dire exactement ce que veut le parti. Donc, les présidents fédéraux et sélectionnaires vont réunir leur base et commencer à leur dire, bon, écoutez, soyez mobilisés, soyez prêts à accepter la révision constitutionnelle que notre parti a initiée. Parce que c'est ça le message qui est dans son circulaire. Et c'est ça sa demande. Et on s'arrête là. Mais si on pose à un président fédéral ou à un sectionnaire de l'UDPS
Toujours à l'interne, on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous visez à réviser dans cette constitution? Et c'est là quoi la réponse? Déjà, la circulaire de Augustin Kabouya ne dit rien. Oui, ce qui me pousse, excusez-moi, ce qui me pousse à dire que cette circulaire, en réalité, ne vise pas la révision de la Constitution. C'est une vaste distraction. Augustin Kabouya sait qu'on n'arrivera pas à la révision de la Constitution. En tout cas, selon le format qu'il prétend, parce qu'il a parlé de mandat du chef de l'État, je vais revenir sur ça, et qu'il n'y aura même pas changement des constitutions. Il sait que tous les deux objectifs ne seront pas atteints. Donc c'est de la vaste distraction. Pour quel objectif? C'est servir de cette communication pour rester l'élément clé de l'UDPS. Sachez que au sein de ce parti, il est fortement contesté, même par les présidents fédéraux à qui il adresse la circulaire. Ce n'est pas ça le débat. Et non, ça fait partie du débat. Non, ça fait partie du débat. C'est au niveau de la Constitution. On analyse. Écoutez, l'initiative vient de quelque part. Non, mais vous... L'initiative de la révision constitutionnelle vient de quelque part. Ça ne vient pas de l'UDPS. Non, moi j'ai lu la circulaire de l'UDPS. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a rédigé une circulaire ou une communication officielle pour nous dire qu'il faut réviser la Constitution, sans nous dire les articles. Vous savez, si celui-là aussi n'a pas dit les articles, c'est qu'il les met au même diapason que Augustin Kabouya. Et ils ont donc une communication déficitaire. Et votre problème, donc c'est lui... Non, attends, j'analysais, c'est lui qui a sorti officiellement l'idée de réviser la Constitution. Augustin Kabouya, dont la communication est déficitaire, effectivement, selon les termes de mon confrère. Parce qu'il ne précise pas, il ne va pas jusqu'au bout. Il ne dit pas quels articles fâchent dans la Constitution qu'on doit réviser. Mais on se souviendra que lors d'une matinée, il a dit que 5 ans, c'est peu. Les présidents de la République, 5 ans, ce que vous voyez là, c'est sur papier. Il faut plus. Parce que celui qui dit que 5 ans, c'est peu, il ne pense pas dans sa tête qu'il faut réduire. Il pense qu'il faut donner plus. Donc il dit que 5 ans, c'est peu, il faut donner plus. Donc il oublie que, quand il dit dans sa communication que la procédure va respecter la Constitution en vigueur, il oublie que la matière de la durée du mandat et du nombre du mandat du chef de l'État est verrouillée. Où ces matières sont verrouillées dans l'article 220 de notre Constitution. Et du moins, vous êtes d'accord avec la révision de la Constitution? Alors, là, je voudrais répondre froidement. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens, les sénateurs qui sont de Tundula avaient proposé qu'une commission soit mise en place pour, à un temps non suspect, pour évaluer la mise en œuvre de notre Constitution plus d'une décennie après. Parce qu'effectivement, il y a certaines dispositions de la Constitution qui méritent d'être modifiées pour être actualisées. J'ai déjà dit dans votre émission ici qu'il y a la question, par exemple, de trop de pouvoir du ministre de l'Intérieur sur les assemblées provinciales et sur le gouverneur. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas se réveiller un matin pour X, Y raison que le ministre de l'Intérieur puisse sceller les assemblées provinciales. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas constitutionnel. C'est constitutionnel, non, mais c'est ça qu'il faut changer, j'ai dit. Non, mais on applique la Constitution. Oh là là, j'ai dit bien sûr que oui, on applique la Constitution, mais c'est une disposition qu'il faut modifier. Ouais. La disposition, par exemple, sur les derniers mots, en ce qui concerne, vous savez, lorsqu'il y a une commission paritaire Sénat, Assemblée nationale, et qu'il y a divergence, c'est la position du Sénat, de l'Assemblée nationale qui prime. Ouais. Le même sénateur, Christophe Lutundula, a voulu que les derniers mots en ce qui concerne les provinces ou la décentralisation reviennent au Sénat, parce que c'est le Sénat qui représente les provinces au niveau national. Ça, c'est une disposition constitutionnelle qu'on peut également réviser. Okay? Donc vous épousez les idées de Lutundula. À un temps non suspect. Je vous ai posé la question une fois ici en raisonnant. Pourquoi les débats sur la révision constitutionnelle, le changement de la Constitution ne vient qu'au second mandat d'un chef de l'État? Et celui-ci, le nôtre, a même dit, vous avez attendu le confrère le signaler, a même dit que diriger un pays comme le Congo pendant 10 ans, c'est difficile, c'est pénible. Et à cette pénibilité, vous voulez ajouter encore des années. Mais maintenant, ceux qui pensent... Lui n'a pas dit qu'il faut ajouter des années quand même. Non. Maintenant, ceux qui pensent... Attendez, vous croyez qu'Augustin Kabouya va dire ça pour un autre président? Et vous ne croyez pas que les politiques font faire, font dire?
Vous ne savez pas ça aussi? Connaissez-leur pas. L'entourage? Connaissez-leur pas. Connaissez-leur pas. C'est lui qui a dit qu'il faut 9 ans pour un président de la République. Mais il fait 10 ans avec 2 mandats, il fait 10 ans. Et le problème ici, c'est le nombre de mandats. Parce qu'on parle des mandats qui dérangent ou c'est la longévité que vous au pouvoir. Oui, Et le chef de l'État chez nous qui travaille bien fait 10 ans. Parce que mais celui-là vient proposer 9 ans non renouvelables. Voilà. Il dit quoi? Alors, mais voilà. Qu'est-ce qui change? Au moins, mais soutenez aussi. Soutenir quoi? Comme il propose qu'il faut changer. Vous dites qu'il ne faut pas toucher l'article 220. Mais voilà une réflexion scientifique. Tout ce qui résonne. Il raisonne qu'on peut accorder au président de la République. Et il n'a pas dit à Tshisekedi. Tout ce qui il résonne. A dit seulement au président. Le président peut faire 9 ans. Tout ce qui... Tshisekedi ou pas. Oui. Tout ce qui résonne sur le matière verrouillée dans notre constitution insulte notre peuple. Comment ça? Insulte notre peuple. Il y a un monsieur que vous avez balancé une fois ici qui dit l'article 217 où on dit que la RDC cède une partie de sa souveraineté. Non, ce n'est pas un monsieur, c'est l'honorable Mbata. Non, je ne parle pas. Mbata dit que nous avons une meilleure constitution. Voilà, mais c'est lui le monsieur. Qui a répertorié 48 articles. Alors madame Sabissa. Kabissa, monsieur. Monsieur, j'ai dit monsieur là. Oui. Alors, il dit l'article 217 par exemple. Allez-y relire toutes les constitutions que la RDC a connues, même avant l'accord de l'Émirat, parce qu'il veut faire passer ça dans l'idée des Congolais. Cette disposition existe. Toutes les constitutions que les Congo a connues, la matière, disons, l'élément de céder une partie de sa souveraineté, ça existe. Savez-vous que le pays de l'Union européenne, pour constituer l'Union européenne, chacun a cédé une partie de sa souveraineté? Qui des Congolais aujourd'hui n'a envie pas d'aller en Europe? Mais on n'est pas dans ce contexte-là. Justement dans l'espace chacun. Non, c'est le même contexte. C'est pourquoi depuis que le Congo est Congo, toutes les constitutions, je dis bien toutes les constitutions, pas celui de 2006 seulement, toutes les constitutions mentionnent cela. Et l'article 220, le Congo a connu une crise grave ici. Le Congo était déchiré en morceaux. Lorsque les politiciens se sont rencontrés à Sun City, ils ont scellé et accepté par le peuple, à travers les référendums, que plus jamais quelqu'un ne peut faire plus de 10 ans à la tête de notre pays. C'est dit. C'est pourquoi les gens se battent même contre Kabila, les gens de Kabila qui pensent que chimériquement qu'il peut revenir au pouvoir. Parce que c'est déjà consacré comme ça. Tu ne peux faire que 2 mandats non renouvelables, c'est tout, tu pars. Et tu deviens sénateur à vie. Va servir aussi le pays là-bas. Donc tous ceux qui pensent sur la révision des éléments des matières de l'article 220 manquent du respect au peuple congolais et manquent du respect à ceux qui sont morts pour que cette constitution soit à l'état actuel. Alors, mais un élément s'il vous plaît, un tout dernier élément, parce que le confrère parlait de la mobilisation des politiciens sur des questions politiciennes. Ok? Vous voyez une fois, parce qu'il s'agit de changer la constitution ou réviser la constitution pour que les politiques là se retrouvent, voilà comment on fait toute une circulaire. Et on veut mettre le moyen pour circuler le pays et mobiliser les gens. Mais les mêmes fédéraux, les mêmes sectionnaires là, combien ont crié au sein de l'UPS qui n'ont même pas trouvé du travail. Ceux-là, vous ne savez pas leur servir, mais vous savez c'est servir d'eux pour vos intérêts personnels. C'est de l'égoïsme que même le diable ne peut pas accepter. Alors, Benoît, vous avez suivi Philippe. Vous êtes totalement d'accord que les pays cèdent sa souveraineté parce que dans toutes les constitutions de la RDC, il y a cette disposition-là. Vous êtes aussi d'accord que ça puisse continuer comme ça pour pouvoir céder la souveraineté du pays. D'accord? J'avais déjà montré mes couleurs déjà dans mon introduction. J'ai dit que je suis d'ailleurs très clair. Je suis tout à fait d'accord à l'heure actuelle que l'on opère pas les changements de la Constitution, mais qu'on révise certains articles de la Constitution. Cela étant, il y a certains points qu'il faut rapidement revoir dans la Constitution du pays parce que ça touche à la souveraineté de notre pays, si je peux me permettre cette tautologie-là. Mais il faut que je revienne un peu en arrière. Vous savez, pour arriver à arracher
une réforme comme celle-ci sur le plan politique, il faut vous rassurer de la mobilisation autour de vous. Et quand on regarde la sphère politique actuellement, c'est dominé par deux forces. Il y a l'opposition et il y a l'union sacrée. Et quand on regarde au sein de l'union sacrée, autour du chef de l'État actuellement, combien de partis politiques au sein de l'union sacrée qui se sont déjà prononcés clairement sur soit les changements ou la révision de la Constitution? Point d'interrogation. Et là, déjà, il faut craindre. Il faut craindre que le chef de l'État soit mis en danger par rapport à sa légitimité. Parce qu'il suffit seulement. Et là, n'oubliez pas, il y a quelqu'un très dangereux au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le Vital Kamerhe, qui est un imprévisible. On ne sait pas jusqu'à présent sa position. À côté de Vital Kamerhe, il y a Bahati Lukwebo, qui ne s'est pas encore clairement prononcé sur la question. Toutes ces forces-là, politiques, au sein de l'Union sacrée, sont restées jusqu'à présent silencieuses et ne se sont pas encore clairement prononcées sur le pour ou contre le changement de la Constitution. Mais on ne voit qu'un seul parti. Kamerhe est de l'Union sacrée, Kibahati est de l'Union sacrée, les Mbosso et les autres. Alors il ne faut pas leur prêter les intentions. Débattez, allons-y. Voilà. Je ne les prête pas les intentions, mais j'ai dit que leur silence jusqu'à présent inquiète oui, sur la question. Parce que la question n'a pas il faut, s'ils sont vraiment stratèges, il faut que le parti politique présidentiel, donc je ne vais pas moi citer ici le nom de... donc le parti politique présidentiel se rassure d'abord qu'en interne, au sein de l'Union sacrée, tout le monde est dans cette démarche-là, tout le monde souscrit. Là, ils peuvent maintenant se lancer dans cette communication-là publique, dans cette mobilisation-là publique. Mais je reviens, moi, sur ce qui me préoccupe plus. Pour que nous arrivions aujourd'hui à faire adhérer le peuple congolais dans cette logique de la révision de la Constitution, il faut aussi les convaincre sur le plan de notre gestion de la chose publique. Dès lors que, jusqu'à présent, il y a à redire sur la gestion de ce parti politique présidentiel, où on a décrié des corruptions, des détournements depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, et ils ont dessus le peuple congolais. Aujourd'hui, on ne parle plus du peuple d'abord, on parle de ventre d'abord, des détournements d'abord. Ils sont en train de s'enrichir eux-mêmes, au détriment de leur propre province d'origine, abandonnée. Le chef de l'État a donné même l'argent à certains d'entre eux, ils sont allés, ils ont bouffé. Leurs provinces sont restées jusqu'à l'heure actuelle abandonnées. Donc, vous avez encore le courage de revenir auprès du même peuple abandonné pour leur dire non, nous voulons revoir encore la Constitution, nous voulons la révision, nous voulons... Voilà. C'est là où ça blesse. Lorsque vous n'améliorez pas notre propre situation, mais vous revenez auprès de nous, donc nous puissions encore vous accorder encore la possibilité. Si je vous ai bien compris, il faut d'abord changer la gouvernance. Et quelqu'un me disait, l'adapter. Quelqu'un me disait que vous savez si aujourd'hui vous nous donnez aux besoins du peuple. Il y avait un citoyen me disait d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, que vous savez si nous donnez l'eau, l'électricité, à manger, nos routes sont en bon état, nous on va vous laisser jouer avec votre constitution, même si vous mettez 50 ans de mandat, même si vous changez que l'article, nous on n'aura pas le temps de regarder votre constitution, nous on va continuer à manger, à boire l'eau et à rouler sans problème. Mais quand nous nous sentons en difficulté, nous sommes abandonnés, c'est comme si nous ne sommes pas gérés, c'est là qu'il y a un problème. Ça pousse maintenant même le petit peuple à regarder la politique. Parce que la politique ne gère pas bien le peuple. D'accord. Là, il y a un problème. Voilà. On termine ce sujet, on aborde le dernier sujet comme prévu. On a parlé des négociations de Luanda où il y a quand même des choses, des avancées. Et apparemment, la RDC et le Rwanda ont convenu de pouvoir attaquer ensemble les FDLR pour les neutraliser. Je crois que c'est par là que nous mettons point final à cette émission et je crois nous reviendrons parce que notre temps est fini. Nous allons y revenir dans notre prochaine émission. Pour l'instant,
Nous mettons point final à cette émission. Merci à Benoît Mondjaï, qui est le DG